Un bâtiment flambant neuf pour les archives départementales de l'Isère, installé à Saint-Martin-d'Air. Il a été officiellement inauguré jeudi dans ses entrailles de bois et de béton, 39 km de documents. Un nouveau moyen de transport à Grenoble, le double pony, un vélo à assistance électrique pour deux et en libre service, une première en France. 250 double ponys à tester avec qui vous voulez à partir du 20 juin. Et puis découvrez comment Marion Boras se prépare avant d'espérer participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. La pistarde originaire de Pontcharrat passe ses nuits dans une tente hypoxique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 28 mai 2021, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La barre des 200 000 vaccinations Covid-19 a été franchie cette semaine par le CHU Grenoble-Alpes en cumulant les injections au pavillon Élysée-Châtain, au vaccinodrome d'Alpexpo et au centre de Voiron. Les chiffres devraient rapidement monter avec la vaccination à toute personne majeure sans condition à partir de lundi. Sur l'agglo, la diminution des hospitalisations se poursuit avec actuellement 96 personnes hospitalisées pour des soins Covid, dont 28 en soins critiques. Et du côté des établissements scolaire dans l'académie de Grenoble, une seule structure sur 2700 était fermée cette semaine et 157 classes sur 26 291. Olivier Véran lève les doutes sur l'hôpital Sud. Depuis quelques semaines, des voix s'élevaient qui craignaient la fermeture des blocs opératoires du site sud du CHU. La question s'était déjà posée il y a une dizaine d'années de savoir s'il fallait garder un bloc au nord et un bloc au sud. Cette fois, une pétition de la CGT adressée à l'Agence régionale de santé et au ministre de la Santé avait recueilli plus de 17 500 signatures. Jeudi, Olivier Véran a annoncé que les urgences traumatologiques et le bloc opératoire de l'hôpital Sud seraient maintenus. Du haut de ce bâtiment, 10 siècles d'archives nous contemplent, toute l'histoire du Dauphiné ou presque désormais réunie dans un bâtiment ultramoderne. Dans la zone des Glairons à Saint-Martin-d'Air, à 2 pas du campus, ce coffre-fort mettra à disposition du public plus de 600 000 documents de façon beaucoup plus accessible que dans l'ancien bâtiment de la rue Auguste Prudhomme à Grenoble qui n'était plus aux normes. Charlotte Faulkner. Après 2 ans et demi de travaux, les archives départementales sont enfin prêtes pour accueillir le public. Dans ce nouveau bâtiment de plus de 13 000 m² situé à Saint-Martin-d'Air, plus de 39 km linéaires d'archives ont trouvé leur place dans la soixantaine de magasins que possèdent les archives départementales. Tous les bâtiments d'archives, il y a toujours plusieurs parties. Il y a la partie qui est la plus visible, comme un iceberg, c'est-à-dire c'est l'énorme masse des magasins d'archives. Plus le département est peuplé, plus il y a un fort kilométrage d'archives. Et comme l'Isère, avant sa création, en 1790, c'était une des composantes de l'ancienne province de Dauphiné, on a hérité aussi de l'ancienne province de Dauphiné, de ses archives. Donc ça fait un kilométrage qui est très élevé. C'est la plus grosse partie du bâtiment. Pratiquement 80% du bâtiment, c'est les magasins de conservation. Ce bâtiment répond également aux perspectives d'accroissement des archives pour les 25 prochaines années, avec une capacité totale de stockage de 72 km linéaires. Ce projet de nouveau bâtiment des archives était dans les cartons depuis plus de 10 ans. Et pour le département qui a investi plus de 33 millions d'euros, c'est un véritable accomplissement. Oui, je suis fier de ce que nous avons fait avec ce bâtiment des archives, fier de nos équipes départementales, fier de nos entreprises. Je crois que ce bâtiment sera reconnu bien sûr au sein du département de l'Isère, mais au-delà, au niveau national. En plus des différents magasins que possède le bâtiment, de nombreux espaces pour l'accueil du public sont également prévus. Une salle d'exposition, de conférences, d'inventaire ou de consultation. Un bâtiment d'archives unique en son genre. Il est unique parce que même si on retrouve dans tous les bâtiments d'archives leurs composantes dont je vous ai parlé tout à l'heure, ici il y a vraiment une architecture qui est très forte. Et je crois qu'on a eu la chance de rencontrer une maîtrise d'œuvre qui a vraiment très bien compris les contraintes techniques de notre programme. Il y avait beaucoup de contraintes, et néanmoins, les architectes, ils ont réussi à rendre toute la particularité des archives. Et pour moi, c'est le plus beau bâtiment d'archives départemental en France. Je n'ai pas d'hésitation à le dire. Et pour retrouver les 10 siècles d'histoire du Dauphiné, il faudra encore un peu patienter. L'ouverture au public est prévue le 5 juillet prochain, le temps de déménager les dernières archives. Ce sont 1550 chercheurs qui sont accueillis chaque année aux archives départementales.
À deux, c'est mieux. Le double pony débarque dans la métropole de Grenoble. Après avoir installé 1 millier de modèles classiques en septembre 2020, le vélo assistance électrique en libre service proposera à partir du 20 juin une version duo. Un bon moyen aussi pour le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise de rappeler qu'il est interdit de monter à deux sur une trottinette électrique. Sylvain Laval a pu tester ce vélo en avant-première dans l'atelier Pony à l'Île Verte. C'est tout à fait confortable, voilà, ça change rien, on a vraiment le sentiment d'être sur un vélo classique et l'avantage c'est qu'on peut être deux. L'objectif que la métropole avait en lien avec le SMAC, c'était d'avoir un vélo qui permette de se déplacer à deux en même temps, ce qui est une grande nouveauté, c'est même une innovation française et européenne. Et donc nous sommes très fiers que Grenoble ait été choisie comme la ville qui va pouvoir le tester pour la première fois et qui est donc pionnière en la matière. C'est une première mondiale, c'est la toute première fois qu'on produit et qu'on fabrique ce vélo et qu'on le déploie, donc on commence avec une flotte de 250 vélos. Le double pony, c'est le premier vélo cargo conçu spécifiquement pour le partage et qui va être disponible dans les jours à venir à la location au trajet dans les rues de Grenoble à travers l'application Pony. Donc il a une géométrie qui est un peu particulière, on est très haut, très confortable, un peu comme un vélo à la hollandaise finalement. On a ce rack à l'arrière qui permet de transporter un passager et on a en fait 2 packs batteries qui permettent d'avoir une autonomie jusqu'à 100 km. Et donc on est en train, là derrière, on voit en fait de procéder à l'assemblage final du vélo. Et donc ici, effectivement, à l'arrière, on a un siège qui permet de transporter jusqu'à 200 kg de charge. Et donc l'assistance électrique fait tout le travail pour vous permettre de vous déplacer facilement. Et à compter du 20 juin, donc, vous trouverez les doubles ponys sur les places déjà identifiées pour les classiques et les trottinettes. La course n'a pas encore de catégorie double pony, mais ça viendra peut-être un jour. Le 73e critérium du Dauphiné prendra le départ dimanche à Issoire pour s'achever au G le 6 juin. 2 étapes en Isère. Le 4 juin, 168 km entre l'Oriol-sur-Drôme et le Sapé en Chartreuse. Et le lendemain, un samedi, la 7e étape, là encore de montagne, entre Saint-Martin-le-Vinoux et La Plagne. 21 équipes seront engagées avec, comme toujours, un regard vers le Tour de France un mois plus tard. Les favoris, Geraint Thomas, Miguel Angel Lopez, Nairo Quintana ou encore chez les Français, Guillaume Martin et David Gaudu. Elle voit bien au-delà des frontières du Dauphiné. L'objectif de ces prochains jours pour Marion Boras, c'est de se qualifier pour les JO de Tokyo. Au-delà des heures de piste et des exercices physiques, la cycliste du Grésivaudan a décidé de mettre toutes les chances de son côté, de jour comme de nuit. Lilian Veillé. En ce moment, elle passe ses nuits à 2761 mètres d'altitude et pourtant elle dort dans sa chambre à Pontcharrat. Mais dans cette tente hypoxique, l'apport d'oxygène est limité, comme à haute altitude. Ça nous permet d'augmenter en fait les globules rouges et après nous d'encaisser des plus grosses charges d'entraînement. La condition physique, l'endurance et la récupération sont renforcées. Après un premier stage en altitude réelle en novembre dernier, c'est son 2e stage en tente qu'elle combine avec des entraînements sur le vélo. C'est sûr que quand il fait un beau soleil comme aujourd'hui, je préfère aller dehors. On va faire des sorties un peu plus longues. Quand il pleut, je vais vite revenir à l'home trainer. Entre 1 et 5 heures d'entraînement et au moins 12 heures dans la tente chaque jour, où elle révise ses partiels de kiné. Ses journées sont déjà bien occupées, mais elle s'en réjouit car elle peut profiter de ses proches. Je le fais en tente parce que ça me permet de voir un petit peu ma famille, comme ça faisait un petit moment que j'avais pas pu rentrer chez moi. Arriver à concilier parfois 2 à 3 entraînements par jour, plus les cours et l'apprentissage qui va avec, c'est une grosse charge de travail et une grosse charge mentale aussi. Elle a cette force de caractère d'arriver à tout concilier et puis d'y mettre vraiment tout son cœur. C'est vraiment très satisfaisant de la voir aller jusqu'au bout de ses rêves. Et son rêve justement approche. Les Jeux Olympiques de Tokyo sont dans quelques semaines et le report de l'an dernier a permis à son équipe de progresser. On est une équipe plutôt jeune, donc ça nous a permis d'avoir un an de plus de maturité sur la poursuite par équipe de manière spécifique. On a pu rajouter l'altitude, comme vous avez vu tout à l'heure avec la tente de notre préparation. Donc non, nous, je pense que ça a été bénéfique pour le coup ce report, même si mentalement, ça a été un peu dur de se préparer 1 an et demi de plus. À cause des restrictions sanitaires, sa famille ne pourra pas la suivre au Japon, mais le décalage horaire pour la voir rouler ne devrait pas poser de problème. On mettra le réveil au milieu de la nuit pour la soutenir au moins moralement, puisqu'on ne pourra pas être présent sur place. Mais l'essentiel, bien évidemment, c'est qu'elle puisse être sur place. Si l'équipe de Marion est bien qualifiée pour les JO, elle devra encore décrocher sa sélection personnelle le 29 juin prochain, car seuls 5 des 6 membres de l'équipe pourront se rendre à Tokyo.
Mais avant cela, pour Marion Boras, il y aura le championnat de France de contre-la-montre le 17 juin et les championnats d'Europe du 23 au 27 juin. C'est un peu Noël aux Deux Alpes, sans les boules mais avec les remontées mécaniques. La station de Loisan inaugurera la saison de ski d'été en France en ouvrant son glacier demain samedi, praticable de 2600 à 3600 mètres d'altitude. Les premiers skieurs, ceux des fédérations et clubs pro, sont attendus à partir de 6h30. Les autres skieurs devront patienter jusqu'à 8h. Tous devront plier bagages à 12h30, mais auront pu avant cela profiter de belles conditions d'enneigement. À 3600 mètres, il est tombé 1,50 m de neige il y a 2 semaines. Du 29 mai au 18 juin, le forfait sera à 36,50 € avant de grimper à 43,50 €. Votre ville change. Si vous habitez Grenoble, Fontaine, Saint-Martin-d'Air ou Pont-de-Clé, vous les avez forcément remarquées ces dernières années. Les fresques du Street Art Fest Grenoble-Alpes qui donnent des couleurs à nos murs. L'édition 2021 débute ce vendredi et s'achèvera le 4 juillet. Pour en parler, je reçois le fondateur et directeur de ce rendez-vous devenu incontournable dans la métropole, Jérôme Katz. Bonsoir. Bonsoir. Avant de parler du Grenoble Street Art Fest, vous avez été dans une autre vie champion de snowboard en freeride. Ça remonte à quelques années. La réouverture du glacier des Deux Alpes et des remontées mécaniques, c'est une bonne nouvelle? Ouais, ça fait envie, hein, surtout avec ce qu'il est tombé là, ce mois de mai. J'aimerais bien pouvoir... Des conditions exceptionnelles. En 2019, ils n'avaient pas pu ouvrir. Ah ouais, non, mais bon, les glaciers fondent et le réchauffement climatique... Ouais, il ne faut pas l'oublier non plus. Ils sont bien là, malheureusement. Alors, le festival, même si vous avez dû renoncer à quelques expos cette année, vous avez quand même décidé de le maintenir avec pas mal de choses et puis des nouvelles communes qui vous accueillent. Lesquelles? Exactement, donc on a la chance et je trouve plus les mots, c'est la première interview du festival, il faut me remettre un peu dans l'honneur et l'avantage. L'honneur et l'avantage, exactement, de recevoir Champs-sur-Drac, Sassenage, La Tronche et Mince, qui viennent enrichir grossir, un petit peu voilà, le panel. Le pool. Combien de fresques vont être réalisées cette année? Environ 38. Donc sur quasiment la totalité sur ce mois de juin, juillet. Et si on n'arrive pas pour des raisons sanitaires à faire venir certains artistes, notamment pour des raisons d'obtention de visa principalement, on a prévu un deuxième petit temps sur la deuxième quinzaine de septembre. Ah oui, justement, j'allais vous le dire, le festival a fait venir ces dernières années des artistes de renommée internationale, pas mal d'étrangers, on se souvient bien sûr d'Aubé, et cette année c'est forcément un peu plus compliqué. Oui, mais on a quand même décidé d'être positif. On s'est dit, bon, on va tout prévoir, on va tout anticiper. Ceux qui ne peuvent pas venir, alors effectivement, ceux qui viennent pour septembre, c'est Satre, qui est une artiste chinoise, Guido Van Helten, qui est un artiste qui arrive d'Australie. Mais on a quand même des Américains, des Européens. Il n'y a pas d'artistes d'Amérique du Sud cette année qui sont prévus. Mais dans l'ensemble, quand même, on ne s'est pas limité à uniquement des Européens. Et on a tenu bon en disant, ben voilà, on va continuer à s'adresser à tous et à faire venir des gens d'un peu partout. Comment sont choisis les bâtiments qui vont accueillir des fresques? Il y a toujours un peu le jeu du chat et de la souris, mais bon, grosso modo aujourd'hui, avec les 6 ans d'expérience et de démonstration qu'on a fait, il y a beaucoup de copropriétés, de bâtiments en fait qui s'offrent à nous, des gens qui disent nous on aimerait bien participer à la dynamique, et puis nous on a aussi une démarche un peu proactive dans le sens où quand on intervient sur un territoire, on va identifier des murs qui sont particulièrement bien placés et puis on va les frapper à la porte pour dire votre mur là, est-ce que ça vous dirait pas? Mais c'est payant? Quasi. Alors les copropriétés participent mais vraiment de manière très symbolique. Chaque année, il y a une œuvre qui fait parler peut-être un peu plus que les autres, une œuvre un peu polémique. Ce sera laquelle cette année? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'ambiance est un peu tendue, donc il y a des risques. Non, bon, c'est vrai qu'à Grenoble, il y a toujours vraiment, on essaye d'avoir aucun rôle de censure. Donc, si les artistes ont des choses à dire, on les invite et on les laisse dire ce qu'ils ont envie de dire. Ça fait vraiment partie de la culture et j'ai envie de dire de la liberté d'expression et de création. Donc c'est des choses à prendre en compte et en considération. Cette année, il n'y a pas de choses comme ça où je pourrais vous dire, tiens, ça risque de coincer avec tel ou tel artiste. Aujourd'hui, il n'y a rien de particulièrement offensant ou qui vienne un peu bouleverser la partie politique, on va dire, actuelle en ce moment. Donc, est-ce qu'on peut dire que le Street Art Fest Grenoble-Alpes est un festival engagé? J'aimerais bien qu'on le dise.
j'aimerais bien qu'on puisse dire que à Grenoble, on offre aux artistes la capacité et la possibilité de s'exprimer sans contrainte, sans restriction, avec une liberté d'expression, de ton et de sujet total. Il y a des règles dans l'espace public. On n'a pas le droit à l'incitation à la haine, à la pornographie. Il y a plein de choses. C'est très strict. C'est la même chose pour tout le monde. Mais on a aussi le droit de s'exprimer. Et les artistes sont ceux qui s'expriment graphiquement le mieux. Donc autant leur laisser cette plateforme. Et on a la chance d'avoir des décideurs. Je pense notamment aux maires des villes concernées et à Christophe Ferrari qui pilote un peu tout ce qui se passe sur la métropole, qui sont très ouverts d'esprit et enclins à accorder avec bienveillance, toute la bienveillance qu'il faut aux artistes, cette capacité à s'exprimer, ce droit à s'exprimer. Et puis après, une fois que l'œuvre est là, si vraiment ça fait un pataquès incroyable, elle peut être effacée le lendemain. Donc tout le monde sait un peu où est-ce qu'il va. On est dans l'espace public, on respecte les règles, mais il y a aussi une bienveillance politique sur ce territoire-là qu'il faut bien noter et que je trouve que nous, en tant qu'organisateurs du festival, on a beaucoup de chance d'avoir ce rapport et ces politiques en face de nous en ce qui concerne la liberté de création. Alors bien sûr, d'autres rendez-vous, des conférences, des ateliers et puis un street art golf. De quoi s'agit-il ? Chaque année, on essaye d'arriver avec des nouvelles propositions, histoire de faire vivre le festival. Et c'est vrai que la partie sportive... Grenoble, voilà, Pony est partenaire du festival, on en a parlé dans l'émission juste avant. Il y a une grosse partie de ce qui se passe à Grenoble qui tourne autour du sport. Donc ça veut dire que ce territoire est un territoire sportif, je pense que ça n'a échappé à personne. Et donc la porte sportive, la porte d'entrée sportive pour rencontrer le street art, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a fait des street art runs tous les samedis, vous suivez ça sur Facebook, vous pouvez vous inscrire et aller découvrir les œuvres en œuvre, aller courir d'œuvre en œuvre. Et cette année, on a notre responsable bénévole qui est un pro de street golf. Donc, il nous a proposé de mettre ça à l'agenda. Et puis, voilà, on va essayer de faire découvrir le street golf. Le street golf, pour découvrir, il faudra y aller. Vous voulez pas nous en dire plus ? Ah non, voilà, on va d'œuvre en œuvre, mais bon, en tapant dans un putt. Alors, je suis pas golfeur, moi, du tout. Donc, je vais sûrement faire je vais dire des grosses bêtises au niveau du golf. Mais en tout cas, la seule chose que j'ai vérifiée, c'est que, le street golf, c'est dans la rue. Donc, les balles sont des balles très spécifiques. Et vous pouvez pas ni casser une vitrine, ni assommer qui que ce soit. C'est des balles bien particulières, en mousse très légère. Et donc, du coup, il n'y a aucun risque de casser ou de déranger quoi que ce soit. Merci beaucoup, Jérôme Katz. On va tester tout ça. Je rappelle que le Street Art Fest Grenoble-Alpes, ça se déroule jusqu'au 4 juillet. Et puis avec une petite séance de rattrapage en septembre avec encore plein de nouveaux artistes. Et puis toutes les infos, c'est sur le site internet streetartfest.org. Merci beaucoup. Merci à vous. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous et très bon week-end.